L'après-midi jour me promenave tout le long de Turlututu. L'après-midi jour me promenave tout le long de Turlututu. Tout le long de lolo la lirette, tout le long de Boissou. Tout le long de lolo la lirette, tout le long de Boissou. Il existe en France un territoire singulier qu'on appelle le Croissant, qui court le long du Massif central depuis l'ouest du Limousin jusqu'à l'est de l'Auvergne. Ce territoire est délimité au nord par la zone des langues d'Oil, dont fait partie le français, et au sud par la zone où l'on parle traditionnellement l'occitan ou languedoc. Au contact de ces deux systèmes linguistiques, l'oc et l'oil, s'est développée une énorme variété de parlers. En 2017, une vingtaine de chercheurs, pour la plupart du CNRS, se réunissent autour d'un projet multidisciplinaire afin de documenter, pendant qu'il en est encore temps, ce patrimoine linguistique. Le Croissant est un territoire très vaste, les variantes linguistiques aussi étonnantes que les villages nombreux. Les chercheurs s'attellent à recueillir les parlers du Croissant dans un maximum de communes. Mais les locuteurs sont de moins en moins nombreux, ces parlers disparaissent, le temps presse. On ne sait pas lolo la lirette, on ne sait pas mon bardi. On ne sait pas lolo la lirette, on ne sait pas mon bardi. Les parlers du Croissant, c'est un peu les mal-aimés de la linguistique romane en France, parce que justement, ils ont un caractère mixte. Donc ce caractère mixte les a rendus non légitimes aux yeux des gens qui normalement auraient dû s'en occuper avec le plus de soin. Alors, soit des dialectologues spécialistes du français qui considéraient que ce n'était pas vraiment des variétés d'oil, et je serais assez d'accord avec eux en fait, soit les spécialistes de l'occitan qui considéraient qu'au vu des nombreux traits d'oil dans les parlers du Croissant, ce n'était pas vraiment des parlers occitans. Donc c'est pas vraiment occitan, c'est pas vraiment d'oil, donc du coup c'est pas légitime, on n'y fait pas attention. Directeur de recherche au Lacan, un laboratoire CNRS spécialisé dans les sciences du langage, Nicolas Quin a commencé son travail sur ces parlers, qui sont avant tout oraux, dans les années 90, il y a maintenant 30 ans. Il continue à se rendre plusieurs fois par an dans la région pour venir à la rencontre de ses habitants, afin de découvrir et de documenter cette diversité linguistique. Jusqu'à Vareille, il te parle patois, mais le patois comme il te parle qui. Après, qui est plutôt le patois d'Osrable, qui a été vite mélangé. Hein. Et par qui, il y a Saint-Prix sur ça, à Versia, il parle en patois comme nous, qui, il n'y a pas d'accent quelconque, la Soutraine avec, Bridier qui est pareil, jusqu'à Guéret qui parle à peu près patois sans changer d'accent ni rien. Mais alors sur Saint-Prix et Fursac, puis après la Haute-Vienne, et qui n'est plus du tout le même accent. Même il y en a qui ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Hein. Carvira. Carvira, oui. Carvira, c'est se renverser. Se renverser, oui, Carvira. Qui se renversa Attention, sur un coup. Oh, mince. Qu'à Carvira, le verre à la petite. Oui, elle ne l'a pas bu non plus, elle. Carvira. Hein? Carvira, oui, qui tomba sur un couteau ou sur l'autre. La ferlette, t'as bien compris, de la bouquevée, do rabot, le copeau, qui enfin, nous, nous appelons en patois d'afferlette, qu'est-ce que sort par aplanir une planche. Il y a encore tous les autres titres de femmes pas, hein, do rabot et puis tout, qui m'ont pas qu'à fait l'escalier qui montent en haut, qui. Eh bien, il est compris. Merci. Alors, attends, je vais juste enregistrer. Vous êtes Yolande Tabito. Hameau de la Prugne, le 2 octobre 2018. Merci. 2 mots de vocabulaire. Voilà. Au début des années 90, la population du Croissant était probablement moins intéressée qu'aujourd'hui par sa langue traditionnelle. Le patois étant encore bien vivant, la population n'était pas inquiète. Elle ne s'imaginait pas alors que sa langue aurait quasiment disparu à peine 3 décennies plus tard. Les langues se perdent, les locuteurs vieillissent. Il y a néanmoins parfois des exceptions. Au départ, je n'aurais pas dû parler, moi. Je l'ai parlé parce que j'ai été immergé dedans, et puis qu'à un moment donné, en fait, parce que mon père et mon oncle le parlent quand ils en ont envie, mais c'est pas dans leur habitude, parce que mes grands-parents ne leur ont pas parlé patois.
ils ont parlé français. Ils avaient déclaré, mes parents, mon père et mon oncle sont nés dans les années 50, vers la fin des années 50. Et à cette époque-là, tout le monde disait, on va parler français à nos enfants, quoi. Et donc moi, c'était pareil, mais je pense, j'ai eu un déclic vers 11-12 ans, justement quand je suis arrivé au collège, que je me suis rendu compte que les autres n'étaient pas comme ça, que j'avais peut-être quelque chose, que je savais quelque chose que les autres ne savaient pas. Et au départ, comme un jeu, je pense, j'avais dit à mamie, moi je veux parler patois tout le temps. Alors qu'avant, je pouvais parler patois ou français, je ne faisais pas attention. Alors, est-ce que j'étais le témoin de la perte? Il était évident que personne... Il y avait une certaine génération qui le parlait, une autre qui ne faisait plus que de le comprendre, et puis une autre qui arrivait, voilà. Quand j'étais à l'école à Saint-Vaury, on était... Dans une seule classe, on était 24, mais on était au moins une quinzaine à le comprendre. Tout le monde était... La moitié de ceux qui étaient là habitaient dans les villages alentours, tout le monde avait leurs grands-parents à côté, tout le monde le comprenait. Mais peu le parlait quand même. Je suis content qu'on s'y intéresse. Le problème, c'est si on s'y intéresse, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne s'intéresse pas aux langues très vivantes, si? Si. Oui, j'ai un peu peur, oui. C'est aussi pour ça que je le fais passer à mon fils. Parce que c'est pas qu'une langue, c'est tout ce que je traîne derrière moi avec. Mes souvenirs, des expressions, des gens, tout ça. En fait, je l'emmène avec moi dans ma langue. Et j'ai peur qu'à un moment donné... J'ai eu peur qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, je suis tout seul, quoi. Parler tout seul, c'est embêtant. Hein. Enfin... C'est triste un peu. Hein. Comment dis-tu, dans le temps, je parlais souvent le patois. Dit le temps, il causait souvent le patois. Tu parlais souvent le patois. Alors, je peux dire parler ou causer, je peux dire les deux. Oui, causer, ça va très bien, très bien. Tu causais souvent. Dit le temps, te causait avoir souvent le patois. Dit le temps, te causait avoir souvent le patois. Il causait souvent le patois. Ou causave, souvent le patois. Elle causait souvent le patois. La causave, souvent le patois. Nous causions souvent le patois. Causer avant, souvent le patois. Vous causiez souvent le patois. Vous causiez... Merde, faut que je fasse une phrase. Oui. Dit le temps, c'est pas naturel en fait. Si vous parlez à votre oncle et à votre grand-mère, par exemple, vos grands-parents, dans le temps, est-ce que vous... Dit le temps au causier. Hein, disant kunko. Si tu causais à me et puis à Jean-Louis et puis que tu voulais dire dit le temps ou causiez souvent le patois, je doute du coup. Je sais pas. Dit le temps ou causiez souvent le patois? Oui. Non, mais comment que nous disons? Vous, tu as demandé à me et à la Raymonde, par exemple. Tu disais dit le temps, vous? Ou causavoir patois, oui. J'allais dire une bêtise. Et ils causaient souvent le patois, eux tous. Eux? Ils? Oui, les gens. Ils causiens. Dit le temps, ils causiens. Et elle? Dit le temps, là causien. Là, ça doit oui. La causave, là causien, oui. C'est bizarre, en fait, c'est pas naturel du tout. C'est... Oui, c'est parce que quand on décrit la langue, on le fait petit bout par petit bout. Dans les années 90, la langue était clairement menacée, puisque les plus de 70 ans aujourd'hui étaient déjà pas des toutes jeunes personnes, c'était déjà des adultes avancés, mais il y avait énormément de gens qui étaient locuteurs tout court, on en trouvait partout. Hein. Il y avait peut-être dans certains villages plus de 50% de locuteurs, hein, parce qu'en plus il y avait beaucoup plus de gens âgés dans les villages que de gens jeunes, donc il y avait énormément de gens qui parlaient patois, hein, pour prendre l'expression normale là-bas. Et dans les années 2010, les gens se rendent compte que même là-bas, il y en a de moins en moins tout court. Donc, de la part des populations locales, il y a une conscience qu'il y a quelque chose qui est à eux et qui va disparaître. Et ça, c'est nouveau. Donc, on a beaucoup senti, lors des enquêtes, que les gens veulent nous transmettre. C'est activement, voilà. Ils sont préoccupés par ça. Il y a des clubs de patois où ils se réunissent pour essayer de fixer quelque chose aussi. Nous allons commencer notre réunion. Je vais en passer donc à la lecture de notre village.
La Berthe e la Marietta veniam, appena de Shabbat ur conversasi, che la vengetin la fenne do retira, torna s'ouvre sul pas, en courant et en credant de pau. Qu'est un harpie, disait la Berthe. Prenez la tête, répondit la Marietta. Je m'arrête là. Oui. Nicolas, est-ce que ça t'inspire quelque chose, ces travaux? Ça serait bien de penser quand vous produisez des textes, ou alors encore mieux si vous avez, par exemple, si vous faites des listes de vocabulaire, de les enregistrer chacun de la façon dont vous les prononcez. Et ça permet de transmettre l'information qui tient vraiment à vos différences. Les fait en 85 pour des variétés de languedocien dans le Tarn, donc de 85 à nos jours, ça fait 33 ans quand même. C'est actuellement écoutable par n'importe quelle personne qui se pose la question de comment on prononce ces parlers. Et quand on enregistre, qu'est-ce qu'il faut enregistrer? Bon, on a une grosse tendance à raconter des histoires. Alors, moi, j'adore raconter des histoires, j'en connais plein en patois, et j'adore. Mais ça, c'est du spectacle. Je veux dire, enregistrer ce qu'on parle, c'est autre chose. Moi, je suis locuteur naïf aussi, mais je parle tous les jours. Quand je vais rentrer ce soir, je vais raconter ce qu'on a fait, mais en patois, ça sera normal, puisque je suis bilingue. Mais ne pourrait-on pas enregistrer ça qui est encore vivant, plutôt que des histoires anciennes qui sont mortes? Les échanges spontanés entre personnes dans le cadre d'une maison, etc., c'est le plus utile. Quand vous avez des contes ou des histoires qui ont mieux tourné, c'est complémentaire, parce qu'en fait, les gens qui essaient de transmettre quelque chose de mieux tourné jouent sur les possibilités de la langue, et donc il y a des choses qui vont produire, eux, qui seraient beaucoup plus dures à observer dans un échange informel. Donc ça, c'est des expressions littéraires, même une histoire drôle, c'est une expression littéraire, et c'est précieux aussi. Et alors ensuite, il y a autre chose, mais alors là, il n'y a pas de problème, on est à votre service. On a actuellement déjà produit toute une série de matériel prêt à usage pour toute personne s'intéressant à un parler du Nord Limousin, ou du croissant en général. On a pratiquement 15 personnes qui travaillent sur le croissant. On ne peut pas couvrir tous les villages, il y en a trop. Et plus il y a de gens qui contribuent, mieux c'est. L'ambition est d'aborder l'objet d'étude croissant dans une perspective pluridisciplinaire pour pérenniser au maximum le patrimoine, mais aussi ses ressources linguistiques. Ces données seront ensuite regroupées puis analysées. C'est notamment l'une des tâches d'Amélie de Paris, cartographe sur le projet. Les premiers résultats voient le jour. Prissac, il me semble que oui, c'est un point témoin oil. Oil, et puis on prend des points témoins oil et oc, par exemple Château-Ponsac qui est occitan. Très nettement occitan. Voilà, pour faire une comparaison donc avec le centre et le nord, le sud de la zone. Alors donc tu as préparé déjà quelques cartes Alors, j'ai fait... sur des traits que tu as sélectionnés? Ouais, j'ai fait des tests en fait. Alors je te montre. Donc là on a nos points, où j'ai créé des modèles, des désinences personnelles. Voilà. On est pour l'imparfait là, c'est ça? Imparfait, verbe du premier groupe. Imparfait d'indicatif. Ouais. Okay. Alors allons-y. Donc là, tu peux observer par exemple le modèle 1, c'est les 3 premières personnes du singulier, ensemble. Donc c'est le rouge là. Donc on voit que c'est plutôt une frange nord-ouest. Voilà, on voit que c'est sur la frange nord-ouest. Voilà, finalement, c'est un modèle intracroissant, d'après ce qui apparaît comme donné. Ouais. On voit très nettement le vert, la ligne verte, c'est plus typiquement nord-occitan en fait. Le rouge, c'est déjà autre chose. Voilà. Et là, on a quelque chose finalement, une répartition un petit peu spécifique, qui semble se fonder sur des désignants spécifiques pour les deuxièmes singuliers pluriels. C'est intéressant, tu vois, c'est un truc. Ouais. Par exemple, on l'avait objectivement, je pense pas qu'on l'ait jamais mis en évidence, tu vois. Pas surtout. Alors là, il va falloir quand même, parce que du coup, c'est les tout petits points roses là qui sont ici. Et qu'il faut remplir. Ouais, ça va nous aider à mieux généraliser, mais c'est vrai que... On voit déjà quelque chose se dessiner. Alors, tu vas voir une petite différence du coup ici. L'ouest de l'Allier et l'est de la Creuse. Qui sont pas très anciens, les atlas régionaux, donc voir si on peut encore trouver effectivement des locuteurs dans cette zone-là. Qui ont servi de témoins aux premières enquêtes. Amélie de Paris consacre sa thèse à ce croissant linguistique. Son travail de cartographe l'amène ainsi à réaliser ses premières enquêtes de terrain sur l'ensemble de la zone du croissant. Aller à la rencontre des locuteurs est le meilleur moyen de se rendre compte de la richesse de ces variations linguistiques et ainsi de collecter les différents témoignages et écrits qui la font encore vivre. Outil d'analyse aussi précieux que rare.
voilà les juilles. Ouais. Là, les tétiares. Les juilles, c'est les anneaux en cuir, alors que ça, c'est du roseau. C'était les tampons qu'on mettait sur la tête pour éviter que le joug porte sur la tête de l'animal et le blesse. Le borcha, dans lequel on vidait le lait, et ça, c'est le jadot. On trayait là-dedans. On disait « ajouter » en patois. Ajouta la vache. Hein? Alors j'avais une collègue qui disait c'est quand même curieux, ajouter alors qu'on enlève quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Ça, les bleus de travail avaient toujours un petit, comme un coulant pour la ceinture, mais à l'horizontale pour attacher le gouillat. Et à quoi ça servait ça? Alors ça, c'est pour harpeler, c'est-à-dire couper les haies, enfin les entretenir, parce que la haie, elle a tendance à s'élargir. J'ai réuni tout ça parce que c'était dans la ferme de mes parents. Si quelqu'un veut venir, c'est avec plaisir qu'on le fait visiter, mais bon, c'est pas, on n'est pas inscrit, on est inscrit nulle part, bien sûr. Alors voilà la première version. Voilà. Mes collègues s'amusaient de mon français approximatif émaillé de mots de patois. Et une collègue a dit tu devrais faire un dictionnaire. Et j'ai dit écoute, quand je serai à la retraite, je ferai un dictionnaire. Ça a été une affaire qui nous a beaucoup occupés, mais bon, je ne regrette pas. Hein, c'était très agréable. Et puis si ça peut servir. Ça sert effectivement, et puis peut-être que dans 50 ans, les gens se serviront encore de ce travail. Voilà. Le voici. Merci beaucoup, super. Franchement, je ne dirais pas le hasard, mais presque des choses qui me paraissaient évidentes et simples. Sans rapport direct avec l'écriture phonétique. C'était vraiment au naturel. Bon, j'ai essayé reprenant un peu les sons du français. J'ai essayé de rendre les sons. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Et donc là, vous expliquez un petit peu. Un petit peu. Bon, simplement la façon de prononcer. Bon, les O qui deviennent OU en général. GL qui fait YE. Il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est très marqué en patois qu'on retrouve de temps en temps en français, mais pas tout le temps. En patois, c'est la règle impérative. Voilà, la difficulté aussi de rendre les sons comme celui-ci, forgouné. Là, quand vous marquez entre parenthèses, du coup, c'est pour dire qu'en fait, ce son E, il n'est pas net, non, c'est pas vraiment E, c'est pas E, c'est forgouné. Ouais. Voilà, mes compétences s'arrêtent là, donc en traduction, je suis assez limité, n'est-ce pas? Bravo, c'est bien d'avoir fait ça. Je regrette surtout de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et puis on pensait peut-être pas voir la langue disparaître comme ça. Non, et puis du fait que c'était du français écorché, quoi. Pour nous, c'était naturel. On parlait comme ça, mais on n'allait pas non plus s'en vanter. On n'allait pas. Non, ça n'avait pas de valeur patrimoniale. Quoi. Vous, avec vos parents, vous parliez français ou vous parliez patois? Moitié. Les deux? Oui, mais avec le bémol que j'indiquais tout à l'heure, c'était surtout du vocabulaire plus que des phrases construites et de la réelle conjugaison. Le présent, l'imparfait, oui, sans problème. Après, non, c'était limité, quoi. Mais je pense que c'était volontaire de leur part aussi, quoi. Mais vous arriviez quand même à dire des choses simples comme « Bonjour, comment ça va ? J'ai fait telle et telle chose. » Il n'y a aucun souci, oui. Ouais. Il n'y avait rien de vraiment élaboré, par contre. C'était toujours des phrases simples. Ouais, ok. Question d'âge de l'époque, c'était déjà un petit peu en déshérence à l'époque. Les années 65-70, El Pactois, il avait déjà vécu. Les années 50 étaient passées par là. C'est une évolution douce et lente. La société, la télévision ont fini par faire disparaître tout ça, et puis l'esprit des gens. L'esprit est un peu trop individualiste aujourd'hui, on a peu de temps à consacrer aux autres, et quand on a du temps à consacrer, c'est pour leur rendre service, ou des choses comme ça, mais pas forcément pour ressasser des souvenirs, ou parler de choses qui ne sont plus. C'est sans doute aussi une des difficultés. Il y a une petite musique, quelque chose qui est cassé, quoi. On n'est plus du tout dans l'esprit du temps. Là, nous sommes sur la commune de Naves, dans le département de l'Allier. Et vous avez, au centre du village,
les ruines du château, derrière l'église du XIIe siècle. Plus loin, à l'horizon, la direction du Montet, puis la direction de Chantelle qui est en face de nous sur la droite, et au loin derrière, Saint-Pourçain-sur-Sioule et la direction de Moulins. Alors les puits de la commune qui ont été photographiés. Il y en a actuellement 90 de photographiés, mais dans la réalité, on en a près de 150 qui sont répertoriés. Ça nous montre que la commune est importante, qu'il y a beaucoup de bâtiments, qu'il y a beaucoup de puits, donc il va y avoir beaucoup de monde. Ici, la famille Cuillet. Les parents, lui, il était maçon. Elle était cafetière. Elle tenait le café qui était ici. Son fils a repris le café et lui, il a été plâtrier peintre. Ici, Jean-Baptiste Berducat, qui était sabotier. Son atelier de saboter qui se trouve encore dans cet état-là, actuellement. Maintenant, lui, il est décédé il y a longtemps. Son fils, qui était sabotier aussi, et paysan, est décédé l'année dernière. Le maréchal Foran, son épouse, l'institutrice, en classe unique toute sa vie, de 1927 à 1960. L'épicière qui était juste à côté, ici, ce bâtiment que j'avais acheté, que j'ai redémoli, qui était en mauvais état, et où on a construit notre garage. Sur ce panneau, on va parler aussi de l'école. Cet endroit se trouvait une école tenue par des religieuses jusqu'à on ne sait pas. On a le monument aux morts. On a un défilé le 11 novembre 1974 où l'institutrice de l'école conduisait les élèves et les enfants du village pour une commémoration au monument aux morts. Quand je fais une visite, je passe 1h30 à commenter la totalité des éléments qui sont ici. Donc il faut du temps. Et vous avez quoi j'en a déjà. Et Tchitsu, vous avez quoi ça fouille en patrouille. Il va vous en lire un morceau. Te souvenais-tu d'un lotin, quand tu m'as dit pas le promico, tu m'as trouvé à gente, et puis t'as pas pité à me vouloir. Tu m'as pris dans ton bras, tu m'as embrassé, tu m'as caressé, t'en bien plus de me guetter, et à droite, et à gauche, et au mi-temps, et dessus, et dessous. Enfin bon, il ne veut pas dire ici tout ce que tu m'as fait. Et puis m'a pioté de t'appeler de jus. Moi, il me va être un petit gros. Tu m'as même pas demandé à moi qui m'a plu. Tu m'as baptisé, t'as désiré. L'histoire est Chabat, ou presque. Oui, il y a une lettre d'amour, qu'on a pu enfouir le titre. Non, il y a aussi pour Jules l'appelait, erreur sous la personne, ou quiproquo. Oui, ben, il y a un autre nom, que vous appartiendra de trouver, en accombé l'autre sentiment que vous sentez inspira. Il y a aussi un suspense, que c'est les sidromas en B, 3 mots, cas de la signataire. Ta vieille vielle. Voilà. Ben voilà, c'est l'art de faire parler les choses. Très bien. Et ben voilà. On met tout le monde dehors. Arrivé un peu par hasard sur le projet Croissant, après une formation d'africaniste en typologie, Maximilien Guérin a su sans mal s'adapter au terrain, mais surtout à ses variétés linguistiques. Son travail sur des systèmes d'autres familles de langues plus lointaines apporte un regard neuf sur les variétés du croissant. Comme Amélie de Paris, Maximilien a parcouru tout le croissant. Mais il s'est surtout concentré sur le nord de la Haute-Vienne, le territoire de la Basse-Marche. Un homme, 2 hommes. Un homme, 2 hommes. Une femme, 2 femmes. Une femme, de la fena. L'embouni. L'embouni. La cougère. La couillère. La jouille. La juilla, c'est toujours pluriel. Hein. Enfin, la juille, si on veut. Si on fait une grammaire, l'idée c'est de se fixer sur un point spécifique
d'avoir des locuteurs qui sont globalement à peu près tous d'une même zone, à quelques kilomètres près, pour avoir un point le plus cohérent possible. Parce que quand on fait une description grammaticale, l'objectif, c'est d'avoir une description la plus cohérente possible. Avec des collègues chercheurs, on a commencé à travailler sur la conjugaison et à faire des comparaisons entre plusieurs parlers. Et parmi les parlers qu'on a sélectionnés, on a sélectionné Château-Ponsac. Pourquoi ? Parce que c'est le seul parler occitan limousin qu'on ait dans le corpus, et ça nous permettait d'avoir un point de référence par rapport aux autres. Donc on a couver, savoir, devoir, venir, tenir, dire, croire, prendre et voir. Oui. Voilà, c'est les verbes qu'on va faire ensemble. Donc on va commencer, et donc le premier, ça va être couver. Donc que je reprends, je vais les noter au fur et à mesure. Ça me fait gagner du temps pour la transcription par la suite. Alors, pour le verbe couver, il faut couver. Il faut quoi? Ouais. L'œuf est couvé. Les yao est quoi? Alors, j'ai un problème de perception à l'oreille. Quoi et l'infinitif, c'est le même A. Quoi? Le participe passé, c'est quoi? Ouais. Et l'infinitif, c'est quoi? C'est ça, c'est bien ça. Imparfait. Alors, je voyais. Et vais-je? Répétez-le. Et vais-je? Ouais. Te veja. Ou vais-je? Ne vejam. Ou veja. Et vejam. Indicatif futur. On relève du lexique, de la conjugaison, etc. sur un maximum de points, ce que j'ai fait à peu près partout dans le croissant. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est qu'on a un questionnaire type, donc on a un questionnaire de 1000-1200 mots. On a la conjugaison de 24 verbes, et on demande ça à chaque fois dans une commune différente ou dans un village différent si on est dans un village spécifique. Et l'idée, c'est qu'on a un relevé donc unique, le même questionnaire lexical, les mêmes verbes conjugués, et ensuite on peut faire de la comparaison. Et une fois qu'on a fait beaucoup de communes, beaucoup de villages, on a énormément de données, ce qui nous permet de faire une comparaison et de rendre compte de cette variation et de voir où elle passe, comment est-ce qu'on change d'une commune à l'autre, et de faire des isoglosses, c'est-à-dire des séparations, c'est-à-dire à partir de telle commune, on ne dit plus comme ça, on dit comme ça, et une séparation est-ouest, nord-sud, etc. Et prenne, te prends. Oula, attends. Le premier, c'était prenait, avec un tout petit « et » à la fin. Alexandra, oui. Voilà. Et la seconde personne, c'est un... Te prends. Prends. Juste oui. prends. Donc, et prenne, te prends. Ou prends. Ne prennent. Répétez-le. Ne prennent. Ouais. Ou prenez. Ouais. Et prennent. Ok. Passé simple. Et prendi. Linguiste de terrain, Maximilien prend un soin particulier et amusé à partager les résultats de sa recherche. Il s'agit pour lui de rendre accessible son travail, de valoriser le patrimoine et d'entretenir ainsi avec la population une fructueuse collaboration qui est le socle même de tout travail de terrain. Personnellement, moi j'ai acquis aussi une satisfaction intellectuelle là-dessus, c'est qu'on a participé à quelque chose qui a permis au moins de sauver ce patrimoine, même si la langue finit quand même par disparaître. Au moins, on a permis à cette langue d'avoir un dictionnaire, d'avoir un lexique, d'avoir une grammaire, d'avoir un dictionnaire, une grammaire, d'avoir cette description avec les enregistrements qui y sont liés et qui permettront aux générations futures de pouvoir se replonger dans la langue de leurs parents, de leurs grands-parents, ou plus encore pour les générations encore à venir, et de se dire que ce travail a été fait et qu'on y a participé, c'est quelque chose d'assez gratifiant. Et c'est d'autant plus gratifiant qu'on a un retour très très positif. On se retrouve ce samedi matin à Mégnac-Laval à la médiathèque à partir de 10h30 pour parler bas marchois, le langage, le parler d'ici dans le Nord-Haute-Vienne. Ce serait une conférence animée par Maximilien Guérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste au CNRS et depuis 3 ans, vous
vous prenez le temps comme ça d'étudier ce bas marchois, ce parler du bas marchois. Oui, alors c'est un projet qu'on a au CNRS depuis 2015-2016, qui étudie donc les parlers du croissant, les parlers de transition entre l'oc et l'oil. Et dans ce cadre, le parler spécifiquement bas marchois, donc du nord de la Haute-Vienne jusqu'à à peu près la souterraine en Creuse. L'idée, c'est d'obtenir véritablement une reconnaissance culturelle du parler bas marchois. Les particularités linguistiques qu'on y trouve sont vraiment uniques. Cette langue est vraiment le véhicule d'une culture locale, avec tout un tas de choses attachées à la culture artisanale, agricole, locale. Oui, tout ce travail a cet objectif-là, indirectement à la base, mais aujourd'hui de plus en plus directement, de rendre compte de ça et de valoriser ce patrimoine-là. Défendre son héritage, défendre son patrimoine. Valoriser le patrimoine culturel local qui fait partie intégrante du patrimoine culturel français. Et ben on se donne rendez-vous donc samedi matin à 10h30 à la médiathèque Dominique-Laval pour voir cette conférence sur le bas marchois se parler entre Languedoc et Languedoc et Maximilien Guérens. Donc la carte des langues régionales de France, donc vous avez en vert les langues qu'on appelle les langues d'oil, comme le français, le berrichon, le poitevin, et en jaune les langues d'oc, et ici en rouge le franco-provençal. C'est les trois grands domaines gallo-romans, donc les langues romanes de France, qui descendent du latin parlé en France. Et ici on a une zone intermédiaire qu'on appelle le croissant, tout simplement parce qu'il a une forme de croissant, qui est en fait la zone de transition entre l'oc et l'oil, et la Basse-Marche est en plein milieu de cette zone-là. Et en fait, on s'est rendu compte pour la limite sud, entre guillemets, qu'à cet endroit-là, la Gartempe faisait plus ou moins office de frontière. C'est-à-dire que si vous êtes au nord de la Gartempe, vous parlez un patois marchois, alors que si vous êtes au sud de la Gartempe, vous parlez plutôt un patois de nature occitane. C'est le cas par exemple à Château-Ponsac ou à Bessines-sur-Gartempe, où je pense que si vous êtes de Magnac-Laval, du Dora, beaucoup m'ont dit que le patois de Bessines ou le patois du sud de Château-Ponsac, il est quand même très différent. Il chanta, hier il chanta. Ou chanter. Ou chanter. Ou chanter, et te... Qui te chanter va. Alors, te chanter va pour l'imparfait et te chantera pour le passé simple. Bon, c'est dur à retrouver, je l'admets. C'est toujours dur le passé simple parce que comme il a disparu en français, on a du mal à le passer en patois. Mais je vous assure, je l'ai enregistré, c'est bien chantera. La suivante. Autre chose, typiquement occitan, enfin assez proche de l'occitan, notamment limousin, enfin de l'occitan limousin seulement, parce que c'est pas vrai dans tout, c'est la forme de futur de troisième personne. Par exemple, comment est-ce qu'on dira « demain il chantera » ? Ils chanteront. Et vous à Château-Ponsac ? Voilà, ou chanteront. Donc soit un E, soit un O. Et ça, c'est typique également de l'occitan limousin. Et le participe féminin, le participe passé féminin en de. Donc la chansou, elle est chantade. Voilà. Ça aussi, c'est typique de l'occitan. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'il rapproche du français. Quels sont les traits oil dans le patois. Alors, on a d'abord l'accent tonique. Vous vous êtes rendu compte, si vous descendez plus au sud, alors Château-Ponsac, c'est vraiment la frontière, mais si vous allez plus proche de Limoges, la langue, elle est un peu plus, on peut dire... On les comprend plus. Voilà, vous les comprenez pas, mais elle semble un peu plus chantante, plus méridionale, en fait, à l'oreille. Exactement. À Château-Ponsac, comment est-ce que vous dites « il chantait » ? Il chantait. Hier, il chantait. Où chanter ? Voilà. Attendez, une seconde, laissez-la prononcer. Voilà, ou chantavo. C'est-à-dire que vous allez avoir l'accent sur le A, ou chanta, et un tout petit O à la fin, ou chantavo. Ça, c'est ce que vous allez avoir en occitan. Mais par contre, ici, en marchois, c'est il chantève. Ou chantève, il chantève, te chanteva. Où à chaque fois on a l'accent qui tombe sur la dernière syllabe et qui est très peu prononcé, comme en français. Comptez en patois, globalement, vous allez avoir que quelques nombres qui ressortent, c'est-à-dire 1, 2, 3. Je pense que plusieurs patois d'ici l'ont. Voilà, une ou un, dou, treille. Treille ou traille. Ça, d'accord. Par contre, 4, 5, 6, 7, 8... 5, 6. Vous venez de quelle commune ? La celle du Noir, c'est un peu plus Ah voilà, c'est pour ça. Parce que là, ça m'étonnait que je ne les ai pas entendus ceux-là ici.
De toute façon, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'académie du patois qui va nous dire, nous sanctionner, hein, heureusement. Et les linguistes, ils sont gentils. S'il y a une académie du patois, c'est à vous de la fonder, pas à nous. Donc, Nous, en tant que linguistes, notre objectif, c'est de fournir tous les matériaux qui seront indispensables à une revitalisation. Mais cette revitalisation, elle ne peut pas être de notre initiative pour deux raisons. D'abord, parce qu'à part une personne de notre projet, aucun d'entre nous n'est originaire de la région. Donc ça aurait très peu de sens que ce soit nous qui impulsions cela. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne revitalise pas une langue contre ses locuteurs. Si les locuteurs n'ont pas le désir de la faire revivre, ce n'est pas les linguistes qui la feront revivre. Par contre, si les locuteurs désirent faire revivre la langue et nous demandent notre aide, a priori, oui, nous, on aidera, on fournira tout ce qu'on peut fournir pour ce faire. Initié en 2018, le projet des Parlers du Croissant prendra fin en 2021. Les chercheurs du CNRS se seront rendus dans plus d'une trentaine de villages pour recueillir des données linguistiques auprès d'une centaine de locuteurs. Conscients du déclin de leur parler, ces derniers continuent de collaborer avec l'équipe de recherche pour enregistrer, conserver et archiver ce qu'il reste en mémoire de ce patrimoine culturel et linguistique. La plupart d'entre eux, habitants du Croissant, sont aujourd'hui résignés à être les derniers héritiers d'une époque paysanne qui s'efface, elle qui aura été la vie de générations de parents avant eux. Moi, je suis d'une famille d'agriculteurs. J'en suis très fière parce que j'ai été aussi agricultrice. On se sent un peu perdu, si on veut, mais un peu fier aussi de savoir qu'on a un cœur patois, que nos anciens nous avons laissé. Ça me paraît extrêmement important d'abord de garder cette mémoire et de montrer aussi que c'est une langue qu'il faut en être fier, il ne faut pas en avoir honte, hein, comme on a pu avoir honte pendant longtemps. On est content quand on lit du Rabelais ou je ne sais pas moi, les Grecs, les Romains, on est bien content de les avoir. Eh bien, il y en a d'autres, ce sera pareil. Ils liront les écrits de Monsieur Kind. On ne va pas le ressusciter, ce patois. On ne va pas le faire parler aux gens d'ici. C'est fini, le patois, il va disparaître. Mais c'est une belle chose que de pouvoir garder la trace de ce qu'a été cette langue. Je me suis longtemps posé la question. Je me suis longtemps dit que de toute façon, si je lui parlais pas, ça serait terminé. Et l'autre côté, c'était si je fais que de lui parler, après le français sera apporté par d'autres personnes. Est-ce que ça sera pas un tort pour lui? Donc je me suis beaucoup posé la question et j'ai fait le choix de lui faire passer. Une poule se rime que pico save d'eau poudre. Pico sous, pico ça, lève ta couette, t'en torneras. Ma crapouille?